Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel éclairage. Donc avec Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Voilà. Donc nous sommes toujours résolus donc à ne plus servir l'oligarchie, à réparer, reconstruire et refonder notre pays. Vous le savez, Solidarité et Progrès a publié sa feuille de route et nous vous invitons donc à aller immédiatement sur le site solidaritéprogrès.fr et le commander. On peut déjà le commander. Et aujourd'hui, on voulait revenir avec Jacques Cheminade sur un sujet qui est incontournable. C'est le nouveau chemin, le nouveau gouvernement, le nouveau Premier ministre, donc qui vient d'être nommé en France, la deuxième phase du quinquennat, comme on dit. Ce serait soi-disant une phase de combat. Alors Jacques, ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bien, la seule chose qui paraît originale, deux choses tout de même. Ouais. La première, c'est Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. Elle adore Verdi, donc c'est une bonne nouvelle. Elle aime aussi Wagner, c'est une moins bonne nouvelle. Et d'un autre côté, Dupond-Moretti. Le reste, c'est Macron, qui se retrouve Macron à Matignon. Voilà, c'est ça. Donc voilà ce nouveau gouvernement libéral, social, écologique et financier. Donc rien de nouveau, sauf les apparences. Et on essaye de se donner une image qui soit plus agréable aux Français. Et on n'y arrive pas parce que c'est Édouard Philippe qui est resté populaire. Pourquoi? Parce qu'il n'en jette pas. Alors que Macron s'exile partout, Édouard Philippe n'en jette pas. Les gens ont jugé qu'il avait été sobre. Et les gens attendent quelque chose de nouveau de cet ordre-là. Donc rien de nouveau sur le soleil pour toi, avec ce nouveau gouvernement. Rien de plus à attendre que ce qu'on a eu avant. C'est un peu le soleil noir de la mélancolie, disons. C'est ça. Non. Mais non, en effet, c'est un gouvernement qui cherche à faire croire qu'il a trouvé un relais qu'il n'en a pas. Ouais. Alors quand même quelque chose qui a été à la cause, on va dire, de ce remaniement, c'est quand même les deux échecs du parti présidentiel aux européennes d'abord, puis aux municipales. Avec cette vague verte, on en parlera après, mais surtout, je crois, ce qui a marqué beaucoup les gens et ce qui est quelque chose qui est sous-jacent, c'est cette abstention Alors, qu'il y a eu. il y a eu 58,4% d'abstention, C'est énorme. c'est-à-dire 4 points de plus que le 15 mars, où Oui. déjà il y avait beaucoup d'abstention, et moi-même j'avais demandé le report de ces élections, j'étais un des seuls, et 20 points de plus d'abstention au second tour des dernières municipales. Donc c'est énorme comme abstention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire que les gens ne croient plus à la représentation politique, il y a une crise de la démocratie représentative. Donc il faut passer à des éléments de démocratie plus participative. Après, on va participer, ils veulent participer, et je trouve que là, on ne leur donne pas les moyens de participer dans ce système actuel en France. Quand ils participent, on les écoute pas. C'est plutôt ça que les... Oui, on ne les écoute pas, parce que c'est pas eux qui décident de leur destin. Ce que les gens demandent, hein, c'est ce qui se passait dans l'Agora à Athènes, c'est que les gens viennent, on a droit à la parole, et on parle, mais on a aussi droit à être écouté, donc on est écouté. Et on doit parler, pouvoir être écouté, et être vraiment représenté, et en même temps, dans certaines circonstances, pouvoir dire et voter dans des référendums. C'est pour ça que nous sommes sur certains sujets fondamentaux pour des référendums d'initiative citoyenne, pouvoir dire exactement ce qu'ils veulent pour la destinée et le futur de la France. Mais il y a encore autre chose qu'on oublie, c'est que le président de la République lui-même a été élu avec à peu près un quart d'abstention et 10% de bulletins blancs ou nuls. Ce qui fait qu'il n'a pas été élu avec la majorité des inscrits. Donc il y a toujours cette absence de, je dirais, de soutien à une politique, et on donne toute une série d'apparences, on présente toute une série d'apparences pour faire croire à ce soutien. Et en réalité, comme l'ont dit certains commentateurs, d'ailleurs eux-mêmes, certains ont dit que le mouvement social n'a pas trouvé sa voix, Ce que beaucoup de sa gens parole, expriment d'ailleurs. sa parole, que tous les gens expriment, plus le relais n'est pas encore trouvé non plus. Donc il n'y a pas encore une expression politique à ce mécontentement de fond qu'il y a en France. Et nous, nous tentons de faire, c'est de représenter des moyens qui permettent à ce mécontentement politique de s'identifier. Pas lui dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire.
un programme qu'après on ne tient jamais. Non, c'est une inspiration et l'organisation. Oui, c'est ce que dit Solidarité Progrès donc dans sa feuille de route, c'est comment inspirer les gens et surtout les faire participer. C'est un appel à contribution d'ailleurs dedans, c'est un appel aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans, au monde du spectacle, enfin tous les secteurs qui sont touchés par cette crise financière à participer, à réparer, comme c'est dit, reconstruire, refonder en contribuant à ce programme. Donc c'est vraiment un appel à la participation. Il y a une séparation de la France. Ouais. Il y a les villes où avec des gens qui, par ailleurs, apparaissent nouveaux. Pierre Humic, par exemple, qui s'est beaucoup battu à Bordeaux, c'est quelqu'un qui, depuis 1995, se présente. Donc, il faut reconnaître que c'est quelqu'un de tenace. Il faut admirer sa ténacité. Michel Rubirola à Marseille, c'est quelqu'un de sympathique. Donc, Éric Piolle, très connu par ses efforts à Grenoble. Donc, il y a parmi ces écologistes, il faut bien voir, des individualités, il faut reconnaître. Mais il y a aussi le fait que c'est une vague urbaine, la vague écologiste. Elle est urbaine. Et à l'intérieur de la France, on vote différemment. Et là, il y a une coupure entre la façon dont on vote dans les villes et un peu par défaut, parce que les écologistes, c'était l'opposition, et qu'ils avaient su réunir autour d'eux des mouvements de gauche, des modérés, des mouvements sociaux, etc., qui avaient réuni autour d'eux comme ils apparaissaient l'alternative. Je crois qu'ils ne la sont pas, et qu'on verra qu'ils ne le sont pas, et qu'on verra bientôt quelle est la vraie l'alternative, et que nous essayons de la susciter. Alors c'est intéressant parce qu'on a publié dernièrement ce rapport. Vous pouvez également commander, c'est 150 pages sur notre site solidaritéprogrès.fr. Donc sortir du piège de la finance verte, parce qu'en effet on a cette écologie urbaine qui souvent est très critique, il ne faut plus les pesticides, on n'a plus une conception de l'agriculture, on n'a plus une conception de l'industrie, on rejette tout en bloc, le nucléaire, etc. Et tout ça avec une idéologie derrière très financière et très urbaine. En fait. Alors il y a deux choses. D'une part, le mot écologie. Il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire l'homme et la nature, l'homme responsable de ce qui fait aux autres êtres humains et la nature. La nature n'est pas quelque chose de passif, les autres humains ne peuvent pas être quelque chose de passif. Et aujourd'hui, les êtres humains demandent à être considérés comme quelque chose d'actif. Et on le voit dans certaines municipalités où des efforts ont été faits, comme à Saillant, ou alors dans d'autres municipalités, où apparaissent de nouvelles personnes qui disent, voilà, il faut se mettre à l'écoute, créer des ateliers, écouter. Ça, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas indépendant, ce n'est pas différent de la nécessité d'un État fort avec un chef. Or là, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment quelqu'un qui est un véritable chef. Je dirais, j'ai ici la citation de quelqu'un qui est l'amiral Finas, qui dirige aujourd'hui l'école de guerre, et il dit un chef doit toujours poser la question comment faire grandir l'autre. Je pense que c'est une très bonne citation, elle m'a beaucoup plu, parce que faire grandir l'autre et avoir un projet, un objectif et qui s'y tienne. Et s'il se trompe, il le reconnaît, et ensemble, on essaye de passer à autre chose. Ça, on ne voit pas du tout cela. Évidemment, Macron a dit qu'il devait se changer, qu'il devait se corriger, mais le gouvernement qu'il a formé montre qu'il n'est pas dans cette direction-là. Et puis, il y a une extrême hypocrisie, parce qu'on voit ici l'Union européenne, donc, qui avec son nouvelle donne verte, l'Union européenne qui nomme qui, le 8 avril, BlackRock, pour, je lis, un rapport sur les bonnes pratiques en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Or, Larry Fink lui-même, c'est très intéressant, sa citation, il a dit « Je suis assuré que le secteur financier est à la veille d'une transformation fondamentale. » Donc le secteur financier investit vert et prend le contrôle de cette écologie. Et c'est là que nous combattons absolument. Alors, évidemment, c'est effrayant, parce que on voit Thierry Breton, par exemple, qui est aujourd'hui le commissaire européen, chargé du marché intérieur. Thierry Breton, qui était d'Atos, et BlackRock vient de a reconnu à la fin 2019 qu'ils avaient passé 5% en contrôle d'Atos. Donc, on dit 300 000 euros à peu près. Et en plus, pour faire ce fameux rapport, en disant ce qui est vert ou ce qui n'est pas, c'est la fin qui le dira. Donc c'est les financiers qui décident ce qui est vert et ce qui n'est pas. Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Et
le maire de la Grande Sainte, d'ailleurs lui-même, qui est un écologiste, l'a dit. Il a raison. Donc, ils le font, et en plus... Ce rapport a coûté une fortune, je crois. Non, c'est pas le prix du rapport, non, non, ça c'est faux. Ah, oui. C'est comme toute l'histoire de Bill Gates qui a gagné une fortune avec les vaccins. Ce qui est vrai, c'est l'influence, il faut bien voir l'influence. Le rapport, c'est, normalement, devait coûter sur la commission 500 000 euros. Et BlackRock a proposé ses services pour 280 000 euros. Et on a dit, c'est très peu, on lui a donné. Or, ce qui intéresse BlackRock, c'est pas le rapport, c'est une paille pour lui. Ce qui intéresse, c'est l'influence. Et là, on a l'influence au cœur même de ce qui est, soi-disant, la nouvelle donne verte. Alors, tu disais tout à l'heure, à mon avis, c'est ça que les gens veulent savoir, comment on sort de ça, cette France coupée en deux, entre les écolos urbains et entre les zones où il y a le chômage, et où il n'y en a pas, il y a les gilets jaunes, le chômage qui reviennent, et on voit des ronds-points qui se redéveloppent ici ou là en France. On a évidemment la crise économique qui était déjà présente, on a la crise sanitaire qui s'est ajoutée, on a une crise aussi culturelle, justement, où les gens n'ont plus vraiment de repères, on voit des gouvernements sans tête, quasiment. Voilà. Donc comment on rebâtit un petit peu cet esprit conquérant, en fait, en France, justement, derrière un chef ou un cœur, quoi, quelque part. Il faut à la fois quelqu'un qui soit un exemple, qui donne l'exemple, et en même temps une intelligence collective. Ça doit être collectif aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui assure, à la tête de la France, on défendra la souveraineté, l'indépendance nationale, au nom de l'humanité. Pas au nom d'une ligne Maginot où il y aurait la France derrière. C'est au nom de l'humanité, d'une part. Et d'autre part, il faut susciter des autonomies. Que cette force, c'est susciter partout des autonomies, des développements, des idées, la créativité. Et un gouvernement doit être un organisateur de créativité. C'est ce qui doit être aujourd'hui. Partout. Et on s'aperçoit bien qu'il ne l'est pas. C'est pour ça qu'on parle de déclassement de la France, de désamour des citoyens pour la politique. C'est pas vrai. Les Français sont très politiques. Mais ils voient que ce qu'on leur présente comme politique est une sorte de, comme dirait Agnès Buzyn un jour, comme elle l'a dit, de mascarade. De mascarade, oui. Ah, c'est intéressant parce que tu as souvent, dans ton programme présidentiel, à plusieurs reprises, cité la tradition de Roosevelt. Et on voit aujourd'hui Boris Johnson, avec ses qualités, ses défauts, qui dit « il faut revenir à Roosevelt et faire un New Deal », mais pas le New Deal vert, un New Deal pour créer des emplois productifs. On voit Trump qui l'avait également proposé, on voit le président Xi Jinping qui a cité souvent Roosevelt aussi en disant « il faut un New Deal mondial, les routes de la soie ». On a le président Poutine qui appelle à réunir les gens du Conseil de sécurité, dont la France, pour réorganiser le système financier, qui est une des mesures phares en fait, de la feuille de route. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui se crée pour changer les règles du système financier. Alors, comment tu le vois? Est-ce que c'est possible maintenant? Roosevelt, il faut bien voir, c'est la commission Pecora, par exemple, où il met en cause les banquiers et les spéculations des banquiers, et où il redirige l'économie américaine vers une économie qui est vraiment productive, qui n'est pas le pillage financier qu'on appelle aujourd'hui productivisme. Oui, c'est une économie vraiment productive. Donc Roosevelt fait cela. Alors il faut dire qu'en France, on pense Roosevelt par rapport à De Gaulle, et Roosevelt vis-à-vis de Gaulle a eu toujours une attitude qu'il n'a pas tellement bien apprécié ce qu'était De Gaulle, bien qu'il ait reçu à New York, et il a été reçu en 1944 avec toutes des morceaux de journaux qu'on lui avait dessus, c'était une grande popularité. Et à la fin de sa vie, Roosevelt reconsidérait sa position vis-à-vis de Gaulle, et De Gaulle lui-même l'a dit, j'aurais voulu m'expliquer avec lui, et on aurait vu que sur certains points, nous avions une vraie convergence. Bien qu'on avait, lui, défendu les États-Unis, moi la France, il y avait des pays différents, mais on a une convergence pour le bien de l'humanité. Et c'est toute l'affaire de Bretton Woods. Le Bretton Woods était conçu comme quelque chose permettant le développement de tous les pays du monde et des pays du Sud. Il a été trahi dès qu'il a été mis en place, quand Roosevelt est mort, par Truman et son équipe. Et on a vu après tout ce macartisme qui s'est développé aux États-Unis. Donc il y a une autre chose par rapport à ça, très intéressante. Roosevelt, De Gaulle. J'ai un ami sud-américain qui m'a dit mon père était un communiste et il avait 2 photos au mur, sur le mur de son bureau, celle de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lénine, et l'autre de Charles de Gaulle. Alors tout le monde a dit mais qu'est-ce que tu fais là avec De Gaulle? Et il disait c'est des gens qui ont eu un sens vrai d'une souveraineté liée aux intérêts de leur peuple. Et du monde souvent. Et du monde. Alors c'est intéressant de voir. Peut-être dans tous les cas, ce n'était pas le cas, mais il y avait cette intention, cette vision dans ce sens. Et aujourd'hui, nous manquons complètement.
partout. On le voit avec ce nouveau gouvernement, qui est un gouvernement, ça me fait penser un peu à un manteau d'arlequin mal cousu, un petit peu de rose, un petit peu de vert, un petit peu de jaune, un petit peu de tout, un petit peu de bleu, le bleu de la droite, donc il y a tout ça. Et c'est cousu par une couturière libérale qui a fait ça pas très bien. Donc, en 2 jours, là. Non, c'est une belle image pour finir. Alors, peut-être, je vais te laisser conclure. Si tu veux rajouter 2-3 trucs, je sais que tu avais préparé 2-3 trucs. Mais je rappelle que, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce gouvernement harlequin, ce bric-à-brac, etc., vous avez donc les 2 dossiers qu'on vient de publier sur le site solidaritéprogrès.fr. Donc, le dossier est sortir du piège de la finance verte et surtout la feuille de route. Soyons résolus de ne plus servir l'oligarchie, qui est un appel aux citoyens et à la contribution que souhaitez dans tel ou tel secteur. Donc je rappelle ça. Et peut-être pour conclure, aujourd'hui, on a fait un petit truc un peu plus court que d'habitude, avec ce changement de gouvernement. Laissez Jacques conclure, avant de vous réinviter, évidemment, pour le prochain qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, très rapidement, puisqu'on fait court. Vas-y. Je suis d'accord avec ceux qui disent, on est dans la confusion, on est dans la crise, on est dans une situation mondiale très grave, il y a la pandémie, avec le retour de la pandémie, Bolsonaro puni par son vice et lui-même actuellement positif. Donc, la pandémie qui reprend, sérieusement, c'est terrible. Là où il y a une économie informelle, où les gens ne peuvent pas se confiner, ça prend des proportions terribles. Au Brésil, en Inde, au Mexique, en Iran, en Afrique. Même en Afrique du Sud, qui avait surmonté l'épreuve au début, maintenant on rentre en hiver, et c'est un problème. Donc il y a ça. Il y a toute la crise financière, et on va voir la finance, au moment où on aura arrêté de répandre de l'argent artificiel pour maintenir les choses en place, pas pour changer, pour maintenir les choses en place, on verra en septembre la gravité de la crise pour les PME, pour les travailleurs, et on annonce déjà d'ailleurs 500 000 chômeurs de plus en France, c'est reconnu, et c'est probablement beaucoup plus en réalité, parce que ceux qui souffriront, c'est les artisans, c'est les gens qui ont des PME, la personne qui est dans l'économie physique réelle est punie, et celle qui est dans le financier et qui spécule est sauvée, récompensée. C'est scandaleux, c'est une des pires choses qu'on ait jamais vues dans l'histoire. Et puis, il y a toute la question de si on met l'accent sur le court terme, sur le financier, et que chacun veut sa part, c'est la géopolitique, chacun veut l'emporter sur l'autre, on va vers la guerre. Donc il y a ce danger-là aussi. Donc on est dans un monde dans lequel on est dans une grande difficulté intérieure en France, on l'a vu, et dans le monde. Eh bien, moi je dirais, parce que je suis de ce point de vue un optimiste, que si on prend ces choses en main, si on se bat vraiment, si on intervient vraiment sur la scène politique, toutes ces situations de risque sont l'occasion d'une fulgurante renaissance. Et là, on peut renaître en changeant les équipes, en changeant la façon de penser, en changeant la façon de voir. Je crois qu'on y est, et c'est ça qui me donne un espoir. D'accord. Merci Jacques Cheminade, et puis on vous dit à la prochaine, donc pour le prochain éclairage. Merci d'avoir suivi, et surtout partagé la vidéo. À bientôt. Merci.